bonne, posture? Est-ce qu'on peut être à la fois, entraîneur principal et coach mental? Moi, je pense que non, parce que est-ce que tu peux être juge et partie? Non. Est-ce que tu peux faire des choix le week-end, à savoir, qui tu mets sur ta feuille de match, qui tu laisses, à la maison, Mmh. qui tu sors, et cetera, et cetera? Et est-ce que tu peux derrière, agir justement sur le mental de tes joueurs, chez qui tu as créé des frustrations? Pour moi, ça pose un problème «d'indépendance» entre guillemets où, le coach mental, il doit pas être, impliqué dans la partie, en fait. Bienvenue à tous sur Feedback, la chaîne qui inspire et renforce le cœur, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis ravi d'accueillir un expert en préparation mentale. J'ai fait la connaissance de Naïm avec la sélection algérienne, alors que l'on rêvait d'une qualification pour la Coupe du Monde de rugby, en France en plus. J'ai aimé son travail, son approche parce que en Algérie, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et parfois on a du mal à se canaliser. Finalement, à exploiter tout son potentiel. Alors quand on était, avec Naïm, on a réussi à passer du statut, j'exagère un peu, de poulet sans tête et à une meute de loups bien organisée. À travers son expérience, ses méthodes, notre invité inspire et motive ceux qui cherchent à cultiver un esprit fort, un corps sain dans une vie équilibrée. Les amis, on va plonger dans l'univers de la préparation mentale où la puissance de l'esprit rencontre la résilience du corps. Je suis Mehdi Merabé, nous sommes sur Feedback avec Naïm Mehini, on est ensemble. Naïm, bienvenue et merci d'avoir accepté, mon invitation. Et est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites? Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de passer ce petit moment avec toi et d'avoir l'opportunité de discuter du mental dans le sport. Alors tu l'as dit, je m'appelle Naïm Mehni, je suis préparateur mental, heu, coach de performance, fan de sport, j'aime tous les sports, j'aime tous les sportifs. Je pense qu'on apprend beaucoup des sportifs, des sportifs et des sportifs valides et des sportifs, handisport, heu et je m'inspire beaucoup de ces gens-là. Donc c'est pour, passer un maximum de temps, côtoyer ces gens-là qui peuvent nous éblouir quand on regarde des compétitions à la télé ou en direct, que je fais ce métier de coach mental. Et c'est aussi pour, modestement contribuer, et apporter peut-être, un petit peu d'aide dans le cadre de leur performance et pour construire, justement construire leur succès et contribuer un petit peu à ça, que je suis devenu et que j'exerce en tant que préparateur mental. OK, très bien. Est-ce que, tu vois, tu as évoqué la performance. Est-ce que tu veux que l'on évoque déjà ensemble ce qu'est, pour toi la performance? Pour moi, la performance, c'est transcender les limites physiques, mentales ou intellectuelles qui sont ancrées en nous ou qui sont façonnées par, la société. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la performance? Vaste C'est sujet. c'est J'aime bien ta définition, j'adhère à ta définition. Moi, en tant que préparateur mental, je dirais que la performance, c'est un objectif qu'on se fixe, heu et la capacité qu'on va avoir à mettre en place, utiliser les ressources qu'on a à notre disposition, être en capacité aussi d'aller chercher des ressources que l'on n'a pas, qui sont peut-être des ressources externes, heu et de se concentrer sur cet objectif, heu, pour l'atteindre, pour le dépasser. Donc c'est une autre forme de définition. La performance, elle existe dans le milieu du sport, c'est plutôt évident. Elle existe aussi dans le milieu, de l'entreprise, performance plutôt commerciale, financière, ou autre. Mais elle existe aussi dans la vie quotidienne, tous les jours. Je pense que quand on est parent, on peut aussi se fixer des objectifs pour, éduquer ses enfants comme on l'entend. Donc là, il y a une forme de performance. On peut aussi se, fixer des objectifs, de vie. Ça peut être économiser de l'argent, ça peut être organiser un joli voyage en famille, ça peut être, basiquement n'importe quel projet qu'on peut avoir et qui nécessite de se fixer un objectif, de l'atteindre, d'organiser les ressources, et de planifier.
les différentes actions qui nous permettent d'atteindre cet objectif, pour moi, c'est ça la performance. Donc ça peut toucher à beaucoup de niveaux, beaucoup de domaines, pardon. Ouais, OK. Et ce que j'aime bien dans ta définition, c'est que, c'est pas une injonction, c'est une démarche vraiment personnelle, c'est quelque chose qui est de sa propre volonté, tu vois? Parce qu'on est d aujourd'hui, il y a une mode qui est le développement personnel, Mmh. où parfois, si tu veux, on est dans la course au toujours plus, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. Donc ce que j'aime bien, c'est que, ça peut être pour les sportifs, pour chaque individu dans son domaine d'activité, par exemple, et que c'est une démarche vraiment volontaire et personnelle. J'aime ça pose la question première de la motivation. La motivation, c'est quelque chose qu'on traite beaucoup en préparation mentale, que ce soit avec des athlètes ou avec, des cadres dirigeants, des entrepreneurs ou n'importe quelle personne qui, justement, a envie d'atteindre un objectif. La motivation, c'est tout simple. La motivation, c'est être en capacité, tout le temps, de répondre à la question: «Pourquoi?» Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'atteindre cet objectif? Quelles sont les raisons profondément ancrées en moi qui me poussent, à agir? Voilà. Donc c'est très exactement, ça peut être totalement dénué de être le premier, Mmh. être le vainqueur, heu, dépasser les autres, gagner plus, aller plus vite et cetera et cetera. Parfois la performance, ça peut être simplement le fait d'atteindre un état, ça peut être, le fait de mettre en place des choses dans nos vies, ça peut être, je pense qu'on va en parler peut-être un petit peu, être en capacité d'être dans l'instant et de profiter totalement, heu, sans se soucier d'un résultat final. Ça peut être aussi ça la performance. Ça peut être faire du sport, pas pour gagner, ça peut être prendre sa paire de baskets et d'aller courir, pas pour faire, 5 kilomètres le plus rapidement possible, mais tout simplement pour être dans l'instant présent et de ressentir et de vivre cette expérience, au moment où elle se passe. Ça peut aussi être ça, Mmh. heu, la performance. Et quelles sont alors tes techniques? De quelle manière tu accompagnes? Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait pas, tu sais, hem, l'effet gourou, comme on peut entendre ou dire, tu Ouais, vois? Parce que le problème, c'est que souvent on confie, son soi presque à un coach et parfois ça peut amener à des dérives et je crois pas que pour l'épanouissement, et son accomplissement, ça soit l'idéal. Tu comprends? une Quels sont préparation mentale, si on devait en donner une définition, d'ailleurs il existe une définition, hein, Mmh. c'est l'entraînement, le développement par l'entraînement d'habiletés mentales. Donc quand on dit mental derrière, c'est, psychologique et cognitive, Mmh. pour la performance ou le bien-être. Ça, c'est une définition qui nous est donnée par un monsieur qui s'appelle Julien Fournier, qui est docteur en psychologie et qui a posé, en psychologie du sport et qui a posé la première définition officielle de la préparation mentale. Heu, Ce que n'est pas la préparation mentale, c'est exactement ce que tu viens de dire. La préparation mentale, c'est pas faire appel à un gourou qui va venir rentrer dans ta tête et dont tu vas être, je dirais dépendant pour performer. Mais c'est dur Heu, parce qu'on a tendance à être assisté. On aime, avoir un coach pour aller au sport, un coach pour, et être guidé si tu veux, tu vois? Déléguer un petit peu les responsabilités quelque part. oui, parce que ça peut agir sur la motivation, Mmh. parce que, parfois on ne sait pas, parce que quand on est un athlète de haut niveau et qu'on se dit: «Tiens, je vais m'entraîner physiquement, je vais développer mes compétences physiques», bah, c'est facile d'avoir de l'information et de se dire: «Bah, tiens, je prépare une course, je prépare un aérox, bah, je vais aller courir, je vais aller pousser mon Ouais. sled, je vais aller porter des kettlebells», c'est facile. Mais si je te dis: «Bah, il faut que tu t'entraînes et que tu développes tes compétences mentales», tu sais pas par quel bout, prendre le problème. Ce qui est sûr et certain, c'est que les coachs mentaux, heu, qui travaillent avec intégrité, et selon un code, de déontologie, particulier, vont systématiquement viser à rendre leurs athlètes ou leurs équipes, indépendants. Ouais, C'est-à-dire génial. que demain, moi, en tant que coach mental, je dois disparaître. Je dois rendre mes athlètes, heu, en capacité de développer leurs compétences mentales, gérer leur stress, gérer leurs émotions, heu, gérer leur concentration,
s'interroger sur leur motivation, et cetera, et cetera. Ils doivent être en capacité de développer tout ça sans moi. Mon objectif à moi, c'est de disparaître une fois que mon travail a été réalisé et de ne pas maintenir, justement, à l'inverse d'un gourou, de ne pas maintenir mes athlètes ou mes équipes dans une forme de dépendance vis-à-vis de mon travail. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Donc, je travaille tout le temps, bien évidemment, à développer les compétences de façon très précise en fonction des cas. Et surtout, dès le début, j'explique à mon athlète que je dois disparaître, qu'il doit devenir, lui, totalement indépendant. Ça veut dire lui fournir les outils, lui montrer le chemin, comment est-ce qu'on travaille la gestion du stress, comment est-ce que je suis en capacité, quand je suis en match, en compétition, de me rendre compte que je suis en train de dériver émotionnellement, que je suis en train d'être en colère, que je suis en train d'avoir peur, que je suis en train voilà. Et comment est-ce que j'arrive à reprendre le contrôle de ça? Tout seul, parce que j'ai des outils et parce que je me suis entraîné avant. Donc la préparation mentale, c'est pas magique, c'est pas une discipline. On fait pas appel à un préparateur mental une semaine avant une compétition. Ça fonctionne pas. En fait, Mehdi, il faut penser la préparation mentale comme la préparation physique. Mhm. D'accord? Le coach mental, il faut le voir pas comme un gourou, il faut le voir comme un entraîneur, il faut le voir comme un membre d'un staff technique. Simplement, il vient, il intervient sur des capacités chez l'athlète ou au sein d'une équipe qui sont très spécifiques. Il y a un travail, il y a une planification qui se met en place. Le préparateur mental, en tout cas moi, la façon que j'ai de travailler consiste à poser un bilan, donc à rendre via des tests psychologiques du sportif, à venir objectiver ce que le sportif va me dire, parce que le sportif il vient, il me dit je stresse avant une compétition, j'ai peur avant un match, je m'énerve en match, ça part en bagarre, je prends un carton rouge, je suis expulsé. Ok, ça c'est le ressenti du sportif, de l'athlète. Moi, mon travail, c'est de venir poser un bilan qui va venir, je sais pas, poser des notes sur 10 du ressenti de l'athlète, essayer de contextualiser un petit peu. Ok, tu me dis que tu stresses en match, mais qu'est-ce qui déclenche le stress? Combien de temps avant? Comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce que c'est des nausées avant le match? Est-ce que c'est des pensées négatives qui t'empêchent de dormir avant? Ouais. Est-ce que c'est 2-3 heures avant de rentrer sur le terrain, tu vas te dire aux toilettes? Donc voilà, mon travail à moi, c'est de poser un contexte, d'essayer de rendre le plus objectif possible et de voir, OK, comment on règle? On règle pas tout en une semaine. On vient régler on vient régler les problématiques de façon prioritaire en fonction de ce que l'athlète a envie de régler en tout premier. Moi, je suis pas à la place de l'athlète. Si un athlète vient me dire c'est la gestion des émotions mon vrai problème, bah, c'est sur ça qu'on va venir se focaliser et c'est ça qu'on va venir travailler. Ok, je comprends. Mais par exemple, tu vois, la peur, c'est une émotion. Et moi, la peur, ça a été, si tu veux, une façon de donner le meilleur de moi-même. En fait, si tu veux, c'est quand je me retrouve dos au mur ou quand Mmh. je crains quelque chose ou bizarrement, j'exploite tout mon potentiel. Tu vois? Donc, est-ce Ouais. qu'il faut toujours essayer de canaliser, essayer de régler, essayer de jauger les émotions? Non, les émotions, elles portent un message. Les émotions, elles sont là pour nous dire, nous signifier, heu, comment dire? Qu'il se passe quelque chose en nous, en réaction à ce qu'il se passe à l'extérieur de nous, dans notre environnement. Mon travail en tant que préparateur mental, c'est pas de gommer la peur, c'est pas de gommer ou de faire disparaître le stress. C'est de permettre, malgré cet état qui nous éloigne de la performance, c'est de permettre à un athlète, c'est de permettre à une équipe, malgré la peur, malgré le stress, malgré la colère, malgré l'excitation, Mmh. malgré n'importe quelle émotion qui peut aussi être des émotions positives, hein. Souvent, on peut voir des athlètes, des combattants, des joueurs de rugby qui sont complètement, qui sont suractivés. Mmh. Mon travail à moi, c'est de réguler ça. C'est de OK. permettre à l'athlète de ne pas être suractivé ou sous-activé par la peur, par le stress, par, l'euphorie, Mmh. qui est beaucoup trop présente. Parce que quand on est dans ces états dérégulés, on peut pas véritablement faire appel à l'ensemble de ses ressources, heu,
quand ça compte, la stratégie qu'on a vue à l'entraînement, il faut une forme de lucidité. Et cette lucidité, elle n'est pas présente quand on est suractivé ou sous-activé, quand on a beaucoup trop peur, quand on est trop euphorique. Mon travail à moi, c'est de réguler chez l'athlète pour lui permettre de faire appel à toutes ses ressources au moment où ça compte. Mais je ne fais pas disparaître la peur, je ne fais pas disparaître la colère. Je permets simplement de performer dans ces états qui sont des états fluctuants parce que tu as connu ça, on est mené au score, on a peur, on vient d'égaliser, on vient de passer devant au score, on est euphorique. Okay, Mmh. c'est des zones de danger, ça, pour moi, et comme dans tout dans la vie, et on peut rentrer dans une dimension un peu philosophique, je pense que le blanc et le noir, c'est jamais très très bon. Ce qui est bon et ce qui est valable dans la vie, tout le temps, c'est le gris, quoi. Parce que c'est toujours comme ça. Mmh. Et un athlète, il n'est pas bon quand il a complètement peur, et il n'est pas bon quand il est complètement euphorique. Je pense qu'il est meilleur quand il est régulé dans un état qui est euh, suffisamment d'euphorie pour performer, pour se lâcher un petit peu, et suffisamment de peur pour ne jamais oublier euh, et toujours avoir conscience un petit peu de l'enjeu et de ce qui est en train de se décider là dans les 80 minutes d'un match de rugby, les 90 minutes d'un match de foot, ou les 9 secondes et quelques d'un 100 mètres en finale des Jeux Olympiques. Mmh. Ouais, c'est ça, et de réguler en fonction, de l'athlète, en fonction de la personne que tu as en face, essayer de maîtriser. C'est vrai que pour moi, c'est un métier qui est important dans une carrière, dans la performance. Parce qu'il faut avoir l'humilité de dire que on ne sait pas tout et il faut essayer d'optimiser, le maîtrisable quelque part. Pour moi, la performance mentale, c'est quelque chose qu'on peut essayer de maîtriser Ouais, pour progresser. Et j'ai discuté avec, Olivier Missou dans un épisode précédent. ouais, C'est vrai qu'il y a très peu de préparateurs mentaux au sein de clubs, par exemple, de haut niveau. C'est et bizarrement, je ne sais pas s'il y a un lien, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de sportifs qui rencontrent des burn-out, qui souffrent mentalement, par exemple. ouais. Et avant, c'était souvent en fin de carrière, quand ils ont terminé, tu sais, la petite mort Mmh, mmh. de l'athlète, du sportif. Et maintenant, ça se passe souvent en pleine carrière. Alors, tu vois, les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, oui, mais attends, il fait du sport, il gagne bien sa vie, c'est délicat. Alors, Ouais. ma question, c'est pourquoi d'abord, euh, puisqu'on tend vers le haut niveau, puisqu'on tend vers la performance, pourquoi il y a très peu de préparateurs mentaux au sein des clubs? Et, et je vais réfléchir après à mon autre question, mais est-ce que tu veux bien déjà répondre à ça? Pourquoi en fait, les clubs n'utilisent pas ça pour le bien-être de leurs sportifs, pour la performance? Parce que tu vois, moi, c'est, en travaillant dans ce domaine que j'ai pu être meilleur et que j'ai commencé à apprécier ce que je faisais vraiment. Tu vois? C'est en prenant du recul et en travaillant sur mon aspect mental que j'ai commencé à kiffer. Ok. Et pour moi, la réponse, elle est multifactorielle. OK. Euh, Si je me place du point de vue du club, heu, je pense que les clubs, si on prend les clubs de top 14 aujourd'hui, ils ont tous un référent mental, psychologique, quasiment tous. Donc ils font le taf, ils mettent à disposition. Si je me place du point de vue du staff technique, certains entraîneurs principaux considèrent que c'est leur travail d'entraîner mentalement aussi les athlètes. La question qui se pose là, c'est: est-ce qu'ils ont les compétences? Je pense que ça se développe de plus en plus. Si tu t'intéresses à un garçon comme Christophe Furios, il est tout à fait en capacité d'être préparateur mental. Si tu lis certains de ses bouquins, cette approche-là, elle est totalement intégrée. Moi, je m'inspire de ce que lui peut faire et de sa façon de mettre en place un cadre, etc., etc. Maintenant, Il m'a entraîné, donc je le connais, très bien. la bonne posture, est-ce qu'on peut être à la fois entraîneur principal et coach mental? Moi, je pense que non, parce que est-ce que tu peux être juge et partie
Non. Est-ce que tu peux faire des choix le week-end, à savoir, qui tu mets sur ta feuille de match, qui tu laisses, à la maison, Mmh. qui tu sors, et cetera et cetera? Et est-ce que tu peux derrière, agir, justement sur le mental de tes joueurs chez qui tu as créé des frustrations? Pour moi, ça pose un problème «d'indépendance» entre guillemets où, le coach mental, il doit pas être, impliqué dans la partie, en fait. Ce qui fait la force d'un coach mental, c'est qu'il est justement un petit peu, il a, une externalité, comme on dit. Ouais. Et si je me place du point de vue du joueur, ben, le joueur aujourd'hui, dépend des sports, le rugby, tu connais, beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, quand on est jeune joueur, qu'on débute, aller voir un coach mental, derrière, ce qui est, Mmh. inconscient, ce qui se joue, c'est afficher des fragilités, heu et c'est pas ça qu'on a envie d'afficher quand on débute sa carrière ou même quand on est installé, qu'on est un joueur mature, heu et qu'on traverse une zone de turbulence, on n'a pas envie publiquement d'afficher ça. Ça, c'est, je dirais, le 1er niveau de réponse. Il y a un deuxième niveau de réponse qui va me permettre de clarifier quelque chose qui est essentiel, Mehdi. On parle beaucoup de la santé mentale des joueurs. Je ne me mêle jamais de la santé mentale des joueurs. La santé mentale des joueurs, dans santé mentale, il y a un mot qui est ultra important. C'est pas mental, c'est santé. Le coach mental, le préparateur mental n'est pas un professionnel de santé. Et attention à justement ne pas jouer les gourous et à intervenir et à jouer les pseudo-psychologues ou les pseudo-psychiatres. Nous sommes des entraîneurs qui contribuons à la performance. On est là, par contre, moi je suis formé pour détecter d'éventuelles problématiques psychologiques, mais ma formation et ma déontologie euh, me poussent à immédiatement informer un professionnel de la santé mentale. D'accord. je, 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 je vois trop de préparateurs mentaux sur les réseaux sociaux se mêler de la santé mentale. Attention, nous ne sommes pas formés à la psychologie, nous ne sommes pas formés à la thérapie mentale. On n'est pas là pour aider un joueur, un athlète, quel qu'il soit, à sortir d'une éventuelle dépression. On est là pour entraîner des compétences mentales. D'accord. Et ça, pour moi, c'est génial que tu me poses cette question parce que je vois beaucoup trop de préparateurs mentaux qui viennent mettre les doigts dans la santé mentale parce que c'est un sujet qui est à la mode, parce que Ouais. les sportifs en parlent de plus en plus. Les coachs mentaux sont là pour entraîner les compétences mentales, éventuellement détecter des dépressions et alerter et mettre l'athlète entre les mains d'un psychologue, d'un vrai thérapeute qui, lui, a une vraie casquette santé mentale et qui va pouvoir soigner. Le préparateur mental n'est pas là pour soigner le mental des joueurs. Le préparateur mental, il est là pour travailler sur une trentaine d'habiletés mentales clairement identifiées et il doit les développer. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est ultra essentiel. Parce qu'il y a beaucoup trop de coachs mentaux là qui jouent un peu aux apprentis sorciers et qui se positionnent parce que bah il y a peut-être un entre guillemets un marché quoi. De dire bah ouais Mmh. moi je contribue à la santé. Non, non, on est C'est les coach coachs mental. TikTok, ça. C'est les coachs de TikTok, d'Instagram qui font des reels de Ouais. 5 secondes et qui te donnent 3 outils Ouais. magiques pour sortir de ton burn-out en tant que sportif. Non, ça fonctionne pas Ouais. comme ça. Ok. Bien Et sûr. moi je m'interdis de faire ça parce qu'on joue pas avec la santé mentale des gens, c'est beaucoup trop important. Donc oui, on parle beaucoup du burn-out chez Ouais. l'athlète de haut niveau, parce qu'on vit une petite mort euh, quand, on, quand on arrête sa carrière, parce qu'on subit une pression qui est juste incroyable quand on est en carrière, parce qu'il faut être bon physiquement, donc ça veut dire s'entraîner durement, euh, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas récupéré à 100%, il faut remettre tous ses efforts le lendemain, malgré les douleurs, malgré les éventuelles blessures. Il faut faire face aux blessures. Là, le coach mental peut intervenir sur la blessure. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Quelle est mon identité? Quand je suis privé de ce qui fait de moi Ouais, un exact. athlète, comment je me reconstruis? Moi, j'ai des protocoles, j'ai été formé à l'accompagnement du sportif blessé. Ok, qu'est-ce que je peux faire?
pour continuer à être un athlète de rugby ou un athlète dans n'importe quel domaine Parce que pendant ma blessure. c'est tellement dur, tu te sens, en fait, tu existes par rapport à ton sport et ton Bien sûr, activité et quand tu ouais, tu te blesses, tu te sens un peu, mis à l'écart et ouais, selon en plus le management, tu es vraiment à l'écart. oui, Moi, pour avoir joué par exemple avec, des en pour avoir été entraîné par des entraîneurs étrangers ou avoir joué avec des joueurs qui venaient de l'extérieur, par exemple, les blessés participaient à l'entraînement d'une autre façon. Ils portent l'eau, ils coachent, ils animent, tu vois? Et donc tu te sens pas mis à l'écart. Mais c'est vrai que souvent aujourd'hui, quand on est blessé, on est sur le côté et tu sais, à un niveau professionnel, il y a le mot rentabilité bien sûr, qui apparaît et ouais, donc c'est très tu te sens très mal et c'est très dur et je te remercie pour le rappel que tu as fait sur, la santé mentale. C'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses et il y a trop de coachs TikTok comme tu as dit, et j'aime bien l'expression et attention, attention, ouais, ça peut être très, très grave et c'est délicat et je voudrais partager un peu mon expérience. C'est difficile, en plus quand tu es rugbyman, je parle de ce que je connais, quand tu es rugbyman, d'aller voir son coach et de lui dire: «Coach, ça va pas, je suis pas bien, il y a des choses qui vont pas, je suis pas performant en ce moment parce qu'il y a ça, 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 ou dans ma vie ça ne va pas». Le coach, qu'est-ce qu'il peut se dire? Je peux pas compter sur lui, je peux pas m'appuyer sur lui. Je vais pas le mmh, faire jouer. Tu vois? C'est trop délicat d'aller voir, son propre entraîneur. Moi, je trouve intéressant, tu vois, je te demandais s'il y avait des prépas, dans les clubs, mais peut-être que c'est aux joueurs lui-même d'aller solliciter quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir, tu vois, ouais, demander de l'aide et c'est pas une honte et c'est pas un aveu de faiblesse. On a tous des hauts, des bas, on a des moments forts, des moments moins bien et comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas noir ou blanc, il y a une zone grise. Ben, allons sans gêne demander de l'aide, trouver des réponses à ces questions et peut-être parfois ça vient de l'extérieur, tu vois? mmh. Nous, les rugbyman, on a une image d'armoire à glace, très fort, très dur, très solide, alors que non. Alors que non, tu vois? On a aussi Ouais, nos je te rassure, c'est pareil chez tous les athlètes parce exactement, que j'en suis son contrôle total de ce qu'il fait avec son corps et ouais, parfois aussi un petit peu avec sa tête. Mais quand ça va pas, l'athlète, il est difficilement, dans le non-contrôle, en fait. Sur des gestes techniques, sur des performances, voilà, sur n'importe quel sport. Ce qui définit un athlète, c'est le contrôle du mouvement. c'est vrai. Heu et quand tu vas pas bien dans ta tête, bah, tu contrôles plus trop certaines choses. Et moi, je pense que la préparation mentale doit aussi faire, et quand je dis la préparation mentale, c'est les préparateurs mentaux, ceux qui travaillent dans ce domaine, portent aussi une responsabilité sur le fait que on ne fasse pas suffisamment appel à nous. Parce que, on doit nous la préparation physique, encore une fois, l'analogie avec la prépa physique, elle est géniale parce que ça fonctionne hyper bien. Il y a 30 ans, allez peut-être 40 ans, allez 35 ans, on va couper la poire en 2, les préparateurs physiques ne régnaient pas en maître comme ils règnent en maître aujourd'hui dans le sport Ouais, professionnel. oui, Qu'est-ce qui s'est passé? De par le développement des outils, ils ont réussi à prouver aux athlètes, aux clubs et aux entraîneurs que la préparation physique est essentielle. Ils ont réussi à prouver l'utilité de leur travail de façon scientifique. D'accord? À dire, bah, regardez, on a pris tel athlète, il avait ça, 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 ça comme force, ça, 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 ça comme déséquilibre physique. On a mis en place cette planification et regardez le avant-après. Hein, c'est oui, basique, c'est hein, c'est comme quantifiable, oui. exactement. Ils sont arrivés face aux gens qui prenaient les décisions de composition des staffs avec des preuves. On doit faire la même chose. On doit, nous, structurer notre profession, structurer notre métier pour démontrer aux gens qui décident, aux athlètes, au staff technique et aux dirigeants de clubs que la préparation physique est une discipline qui fonctionne, qu'elle est pratiquée par des professionnels qui sont clairement formés, qui vont opérer dans un staff, pour un staff, sous les ordres d'un entraîneur principal, qu'on est au service du projet de jeu ou du projet du club si on s'intéresse de façon, si on prend un peu plus de recul, et qu'on va contribuer, comme le préparateur physique, au développement de compétences aux joueurs professionnels de l'équipe première, mais on peut aussi tout à fait descendre
vers les centres de formation en disant, bah, un athlète de 14, 15, 16 ans qui est en formation, pré-formation, un athlète un peu plus âgé qui est en post-formation et qui va passer professionnel, euh, il traverse différentes phases de sa vie, l'adolescence, Ouais. le début de l'âge adulte. Euh, la maturité émotionnelle, elle n'est pas encore au rendez-vous, mais si on le sensibilise tout de suite, si on lui donne des outils très rapidement de gestion des émotions, de capacité à mieux gérer son stress, euh, on parle de toutes ces capacités-là, mais la préparation mentale, elle intervient aussi dans la planification des objectifs. Je Oui. me fixe des objectifs. Comment est-ce que je divise ces objectifs que j'ai sur 10 ans en objectifs de 5 ans, en objectifs de 3 ans, tu vois, sur les différents temps, long terme, moyen terme et court terme. Donc, comment est-ce que je gère ma carrière? Comment est-ce que je prépare mon après-carrière alors que je suis encore en train de jouer? Ça, c'est le rôle du coach en préparation mentale. Moi, j'interviens avec des joueurs. Tu parlais tout à l'heure de la fin de carrière. J'ai bossé avec des joueurs sur comment est-ce qu'on prépare cet après, en fait. Et là, on n'est pas dans du coaching mental, on est dans du coaching comme je peux le faire en entreprise, en fait. Ouais. Comment est-ce que je prépare les 6 mois après ma carrière, 2 ans après ma carrière, 5 ans après ma carrière, et où est-ce que je me vois 10 ans après la fin de ma carrière, en fait. Et là, on est dans l'accompagnement très classique qu'on peut faire avec des cadres dirigeants, des entrepreneurs qui font appel à un coach professionnel. Et on se fixe, ou en tout cas, moi, j'aide la personne à se fixer des objectifs et à arriver à mettre en place le plan d'action nécessaire. Donc, voilà tout ce que le coach mental peut permettre de faire. Et si on intervient dès le plus jeune âge, je suis sûr qu'on réduirait la part de burn-out chez le sportif professionnel drastiquement, quoi. Donc c'est Oui, essentiel, essentiel de nous intégrer le plus rapidement possible. On doit faire nos preuves, on doit démontrer qu'on est utile. Après, il faut aussi des gens qui nous font confiance, quoi. Et ce que moi j'ai pu connaître avec le staff de la sélection algérienne, c'est aussi de la confiance, c'est de se dire, bah, c'est pas forcément dans notre culture à nous Algériens de se mettre à parler de nous, à nous livrer, exact. et cetera, à nous ouvrir un peu sur ce qu'on ressent véritablement. Mais je pense que l'enjeu était si important, t'imagines une qualification en Coupe du Monde, qu'en Mm. fait, tout le monde s'est dit, bah, on se met au garde à vous et on fait appel à toutes les ressources nécessaires, quoi. Et on intègre ce coach mental et on voit ce qu'il peut nous apporter. On le laisse un peu travailler sur le collectif, sur l'individuel, s'il y a des demandes. Voilà, moi j'ai travaillé avec des gars en indiv, j'ai pu solliciter, enfin sensibiliser, pardon, l'ensemble du collectif à ça. Il y a un travail que j'ai fait aussi auprès du staff technique, donc par des discussions complètement informelles, aider, aider certains des entraîneurs que vous avez eus dans OK, comment est-ce que je peux être un meilleur coach? Comment est-ce que je peux. Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai les bons outils, mais comment est-ce que je peux avoir l'engagement de mes athlètes, en fait, l'adhésion? Et ça, c'est travailler sur moi-même, quoi. C'est pas de la compétence qui s'acquiert, c'est comment est-ce que je parle, comment est-ce que j'approche les joueurs, comment est-ce que je crée une relation. Et ça, j'en ai beaucoup discuté et j'ai beaucoup accompagné certains des entraîneurs qui étaient là. Et je pense qu'ils sont peut-être devenus de meilleurs entraîneurs aussi via les conversations qu'on a pu avoir. En tout cas, ils ont fait la démarche de venir me voir et on a pu s'interroger ensemble sur leur posture d'entraîneur. Et les réponses, ils les avaient. Hein. Moi, j'ai rien apporté. J'ai simplement pris l'entraîneur et je l'ai fait tourner autour de sa problématique pour peut-être lui donner un point de vue nouveau, neuf, qu'il n'avait jamais eu sur sa pratique, sur comment est-ce qu'il se comporte, sur le feedback qu'il peut donner à chaque joueur, sur la relation qu'il peut créer, sur comment est-ce qu'il amène un atelier, sur comment est-ce qu'il parle, le choix des mots, etc., etc. Oui, c'est passionnant et ce que tu as dit tout à l'heure et que j'aime bien aussi et tu vois, j'y avais pas pensé, c'est les jeunes commencer de plus en plus tôt, en fait. C'est ça je pense que ça peut être une bonne méthode. Mais voilà, Ouais, c'est à développer parce que j'ai le sentiment que ça se fait pas trop et en effet, tu vois, c'est quelque chose à développer et qui peut permettre d'éviter ces burn-out, ces problèmes bien durant la sûr. carrière et durant l'après-carrière. Naïm, est-ce que tu veux bien nous partager un peu tes clés, tes outils Ouais. pour,
pour le bien-être mental, pour la performance mentale? Voilà. Que ça soit pour les Heu, sportifs, ouais. que ça soit pour les gens en entreprise, les gens en quête d'amélioration. Alors, je travaille, elle est toujours très moi j'ai un protocole qui a comment dire? Qui est ou une méthode qui est quasiment toujours la même. Je pose toujours un bilan avec mes athlètes. Je prends toujours, 2 séances, 3 séances pour comprendre la problématique, comprendre un petit peu le contexte et surtout comprendre l'individu que j'ai face à moi. Heu et ça, c'est valable que je parle avec un entrepreneur, un cadre dirigeant ou un athlète. Heu, Moi, j'ai un être humain face à moi, qui vient avec une problématique, dans un contexte bien particulier, mais ça reste un être humain. Donc ce que je dois tenter de comprendre, et c'est ambitieux, c'est qui est l'être humain que j'ai en face de moi, en fait? Quels sont Oui. ses ressorts de motivation? Ce qui le fait avancer? Heu, Quelles sont les croyances que cet individu peut avoir sur lui-même? Quelles sont les croyances négatives, limitantes, qui vont faire que, bah, il va s'interdire certaines choses? Quelles sont, à l'inverse, les croyances positives et dynamisantes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour atteindre l'objectif que l'athlète, que le client, entre guillemets, s'est fixé? Je fais systématiquement passer un test, heu, qui me permet d'établir le profil psychologique de mes clients, sportifs ou non sportifs. Parce que, encore une fois, comment est-ce qu'on peut euh, évaluer une progression si on pose pas, si on n'a pas un point de départ qui est objectif, c'est-à-dire stress, 5 sur 10, bon bah, on va travailler et dans 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on fait un Mmh. bilan. Si on passe à 8 sur 10, bon bah, on aura progressé. C'est Comme nous chez les basique. kinés, si on Voilà, fait pas de bilan quantifiable, si on n'a pas un point de départ, c'est difficile d'évaluer son travail et même pour le patient, c'est difficile de voir les progrès qui ont été faits. exactement. Et moi, à la différence des préparateurs physiques, j'ai pas d'outil qui me permet de mesurer de façon objective le stress. Ouais. Si je pouvais mesurer le stress comme on mesure, je sais pas moi, la VO2 max ou la VMA, bah, ce serait génial. Je sais pas moi, je te mets un implant dans le crâne et je te dis: «Bah, toi, motivation, on est à 3 sur 10, et cetera». Donc en fait, la particularité du travail de coach mental, c'est de devoir travailler avec la subjectivité de ce qui va, heu, être, exprimé par le client. Donc moi, je n'ai pas d'autre choix que de considérer que la réalité que le client va m'exprimer est la seule réalité qui compte. OK? Ça veut dire qu'une situation, je sais pas moi, hein, une demi-finale de coupe d'Afrique des nations, face au Kenya, à Marseille, et la même situation pour, 15 joueurs, mais les 15 vont peut-être m'exprimer un niveau de stress, avant le match qui va être radicalement différent. Il y en a qui vont me Ouais, dire: «Bah, exact. moi, je suis à 2 sur 10», et il y en a qui vont me dire: «Putain, 2, enfin, ton échelle sur 10, elle est pas suffisante pour exprimer le Et ça, niveau ouais, c'est de vrai. stress que j'avais avant le match». Et ben moi, je m'en fiche parce que ce qui m'importe, ce sur quoi moi je dois agir, c'est la perception et la réalité donc du joueur. Hem, Après pour te parler des outils, je te dirais qu'il y a j'en ai des dizaines et des dizaines. Je trouve qu'il y a un outil, moi, qui, me permet de quasiment régler tous les problèmes qu'un athlète peut venir, exprimer. Gestion des émotions, gestion du stress, et cetera. C'est de permettre à l'athlète d'être véritablement en contrôle total de son attention. Et l'attention, c'est quoi? C'est la concentration début de match, c'est l'éventuelle déconcentration qui peut intervenir suite à n'importe quel pied de jeu, et la capacité de reconcentration. Et là, quand tu as un athlète qui est solide dans ses capacités d'attention, concentration, déconcentration et reconcentration, c'est ce qu'on appelle le focus chez les préparateurs mentaux. Donc quand tu as des athlètes qui sont forts, solides
dans leur focus, en général, tu as des athlètes qui mentalement sont solides aussi et qui ne sont pas. En fait, il faut essayer de voir mon travail comme j'essaye de faire en sorte que l'athlète ne soit pas comme un navire dans une tempête qui va à gauche, à droite, en fonction de comment le vent va souffler, en fait. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte que le vent souffle fort de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est, du nord au sud, que De mon garder le athlète cap. ne bouge pas, en fait. Exactement. Et de garder le cap, qui est l'objectif, qui est la victoire, etc., etc. Souvent, la gestion des émotions peut se régler par la gestion de ce qu'on appelle la déconcentration-reconcentration. L'envie d'attraper un joueur sénégalais et de l'emplâtrer en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, ça peut se régler par ta capacité à te rendre compte que ton attention est en train de dévier sur ce qui n'est plus pertinent. Mmh. Donc, prendre conscience de la dérive et faire l'effort de ramener. Prendre conscience de la dérive, faire l'effort de ramener. Ramener sur quoi? Ramener sur, et on parlera peut-être de méditation et de mindfulness un peu plus tard, Ouais, de ramener sur le ici et maintenant. Qu'est-ce qui compte ici et maintenant? C'est d'aller régler son compte pour des questions d'ego à un joueur adverse qui m'a mal parlé, provoqué, etc., etc. Est-ce que c'est ça qui compte là maintenant? Ou est-ce que ce qui compte plus que tout, c'est de me refocaliser, de rebasculer de l'ego vers la tâche et de me dire non, ce qui compte, c'est la prochaine action dans laquelle je dois m'engager pour être au service de l'équipe qui doit nous emmener à marquer le prochain essai, qui doit nous emmener à mener à la marque et qui doit nous emmener à gagner le match. Tu vois comment est-ce qu'on décompose bien sûr. un objectif immense comme se qualifier pour la Coupe du Monde, gagner la finale, gagner la demi, gagner le quart, et gagner le quart, ça se redécompose encore jusqu'à la plus petite tâche sur laquelle je dois poser mon attention maintenant. Et voilà mon travail en fait. J'ai travaillé avec certains joueurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations, quand on était à Salon, Mmh. des joueurs qui avaient des vrais problèmes de discipline et de gestion des émotions, des joueurs qui avaient fait rapidement envie d'en découdre, et donc qui, de par ces émotions négatives dérégulées, souviens-toi, tout à l'heure on parlait de régulation, Ouais. dérégulation, pouvaient complètement sortir du match et donc individuellement ne plus servir le collectif. Et Et donc en mettre fait, en danger le ouais, collectif. tu prends un carton jaune, tu sors, en fait, t'es à 14 contre 15, il y a des Oui, tu trous pénalises et ton c'est équipe. parce que c'était beaucoup trop dur de partir sur 80 minutes. On a, avec ce joueur en particulier, on a découpé le match en 4 portions de 20 minutes. Et c'est lui qui m'a dit, 20 minutes, je peux tenir. C'est-à-dire que le match commence, mon attention, c'est 20 minutes. Cet effort, plutôt que de partir sur un effort de 80 minutes en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, tranquille, je pars sur quelque chose qui est mesurable. 20 minutes. Est-ce que tu peux poser ton attention sur rien d'autre que le rugby, pendant 20 minutes? Oui, c'est faisable. Ok, on a des outils de reconcentration quand on sent que ça dérive. Et ça a dérivé à la 8e ou 10e minute de jeu, je me souviens, le long de la ligne, ça a failli partir. Ouais. J'étais moi dans les tribunes, on avait des signes avec le joueur, on s'est dit ok, focus, refocus, ok, on a réussi à tenir ça. Écoute, je ne sais pas si vous étiez dans la meilleure des configurations possibles, mais en tout cas, je crois qu'on a traversé cette Coupe d'Afrique des Nations sans prendre de carton, sans se Mmh. retrouver en sous-nombre avec des joueurs expulsés. Et je crois comprendre que l'historique, tu le connais un peu mieux que moi, que l'historique de cette sélection algérienne, c'était beaucoup de problématiques de ce genre à gérer. C'est-à-dire que ça partait souvent en bagarre. C'est comme s'il y avait une croyance négative collective ancrée dans l'ADN de ce groupe qui consistait Ouais. à dire un match de la sélection algérienne doit se terminer par une bagarre, par un carton jaune, par un carton rouge, etc., etc. Et voilà comment on arrive un petit peu à agir ponctuellement sur les joueurs qu'on a identifiés comme étant les joueurs qui peuvent dériver.
Et voilà comment est-ce que le travail de concentration, reconcentration, comment on gère la déconcentration peut amener à une meilleure régulation émotionnelle des joueurs qui sont les joueurs un peu cibles, voilà, dans ce groupe, et comment est-ce qu'on arrive à les maintenir dans le match, comment est-ce qu'on arrive à les maintenir focalisés sur le match, la tâche, la victoire, le rugby, et pas des émotions et un ego mal placé qui n'a pas lieu d'être ici. Alors c'est compliqué parce que le rugby, c'est un sport de combat collectif, il y a des coups Et qui quand sont tu es échangés. algérien, Et là, il y a ces puissances, c'est au carré, ouais, du tout est carré, tu décuplé. vois. Ouais, c'est Ouais, ça, exact. mais c'était un super challenge et je crois que le groupe a progressé dans ce domaine-là. En tout cas, nous, avec le staff, on s'est dit ces choses-là. On s'est dit, bon, bah, OK. Hmm. Et c'est marrant parce que après, c'est comme si le groupe avait eu, à l'issue du premier match, la preuve qu'il était capable de passer au-delà de cette dérégulation émotionnelle. Et la Hmm. demi-finale, elle est pas perdue pour des questions de dérégulation émotionnelle, hein. Non, exact. Exact. C'est pas ça qui se joue dans la défaite à 3 points, Hmm. 33 à 30. C'est pas des problèmes de carton, c'est pas des problèmes de bagarre, c'est pas ça, hein. Euh, donc en fait, boum, dès le premier match, on a réussi à montrer le collectif s'est démontré à lui-même que cette croyance était une croyance limitante en fait et qu'un match de la sélection algérienne ne devait pas spécifiquement se terminer de cette façon-là. Exact. Et en fait, c'est ce que je disais dans mon intro. J'exagérais j'exagérais à peine quand je disais poulet sans tête, mais en fait, c'était un peu ça. C'est que on avait parfois une tendance à l'excès Oui. et qui desservait l'équipe, tu vois, qui Ouais. desservait le groupe, qui desservait l'équipe. Et oui, cette Coupe d'Afrique, on a réussi à écrire l'histoire, on a réussi à montrer une image un peu plus cadrée, un peu plus sérieuse, un peu plus professionnelle, tu vois. Donc Bien sûr. c'était un moment Et puis, exceptionnel. putain, il y avait du rugby, quoi. Il Ouais, y avait du exact. jeu, tu vois. Ouais. C'était pas un truc moche à voir. Moi, j'ai en tête certains essais du premier match. Non, Tu ben pouvais oui. prendre du plaisir à Oui, regarder du rugby algérien, quoi. Bon. parce que, ouais, exact, il y avait des joueurs de qualité, on avait super bien bossé, et voilà, on pouvait prendre du plaisir à regarder du rugby algérien pour le jeu, pas que pour la bagarre, tu vois, ces Exactement. choses-là. Donc, c'était super Exactement. intéressant. Tu parlais de croyances limitantes. Dans ton travail, quelles sont les principales croyances limitantes que tu rencontres chez les individus? Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ouais, c'est ça. Si je rate, C'est qu'est-ce très qu'on va dur avec penser les de réseaux moi? sociaux, c'est très C'est dur incroyable, voilà, c'est dans un incroyable. groupe, tu vois, c'est quelque chose qui est pas évident. Et moi, j'ai souffert, plus jeune, j'ai souffert de ça. Je voulais être aimé, je voulais plaire, Ouais. je voulais adhérer pleinement à un groupe et me sentir apprécié Et pour mes qualités d'homme et puis de ouais. joueur de rugby, tu vois. Mais c'est pas évident à gérer ça. Une croyance, ça se déconstruit. Celles-là, elles sont très difficiles à déconstruire parce que quand tu es sportif, et encore plus quand tu es sportif professionnel et de haut niveau, le jugement, il est quotidien. C'est Euh, ça. on regarde, je sais pas, je pense que tu lis l'équipe comme tout le monde. Hmm. 2 heures après la fin d'un match, euh, il y a déjà les notes qui sont mises pour Ouais, c'est chaque ça. joueur, etc., Et les etc. commentaires. Les commentaires. Hmm. Aujourd'hui, on est dans une ère de réseaux sociaux avec tout ce que ça implique bah, je peux donner mon opinion, même si je suis Hmm. pas légitime. Tu postes une photo et tu as fait un C'est vrai. match pourri. Là, il y avait les matchs de Ligue des Champions cette semaine. Les joueurs postent des photos immédiatement à la fin du match. Il faut aller lire la liste de commentaires. Donc, Ouais. euh, il faut être particulièrement solide pour s'exposer à ça. Mhm. Moi, je suis un peu drastique là-dessus. Je suis un peu de l'ancienne école. Moi, j'ai grandi sans les réseaux sociaux. On a plus ou moins le même âge, je pense. Moi, je dis à mes joueurs, on zappe les réseaux sociaux, quoi. Ça, ne venez pas. Là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose que tu contrôles. Par rapport à Hmm. quelque chose que tu contrôles pas, comme la météo, tes blessures, la force de l'adversaire, l'arbitrage, etc. Là, pour le coup, les réseaux sociaux, ça Ne tombe va pas totalement t'offrir dans à la le panier. vindicte Ouais, populaire, quoi. Ouais. exactement, exactement. Ouais. Ne vient pas te créer des problèmes si en plus Ouais. de ça, tu sais que toi, tu as une faiblesse qui est que bah, Ça ce t'affecte. Ça jugement-là peut va t'affecter. venir t'affecter. Hmm. Donc, ne viens pas te créer ce genre de problème.
Maintenant, même sans les réseaux sociaux, le jugement du coach, le jugement du public était là, le jugement de mes coéquipiers, etc., etc. C'est terrible. Le jugement de ma famille, des gens qui me connaissent, etc. Le jugement de mes pairs aussi, les autres joueurs. Moi, j'accompagnais une escrimeuse qui, elle, était véritablement bouffée par le regard des autres. Et du coup, elle n'arrivait pas à s'engager pleinement parce que elle se disait si je fais ça, je vais rater. Si je rate, on va me juger. Je vais pas être sélectionné. On va pas me prendre en équipe de France. Et parfois même, quand il lui arrivait des trucs bien, elle s'imaginait ce que les gens pouvaient penser d'elle en lui disant bah, t'es pas légitime, ta sélection tu l'as pas méritée, etc., etc. Et donc le travail, c'est d'interroger l'athlète et de lui faire prendre conscience de quel comportement il aurait si le regard extérieur était quelque chose qui n'existait pas en fait. Comment est-ce que tu te comporterais? Comment est-ce que tu agirais si tu étais sûr et certain de ne pas être jugé? Et alors là c'est magique parce que enfin, c'est magique. Oui, parce que tu fais émerger chez l'athlète des comportements, des ressources, des actions à mettre en place qui sont tout simplement ce qui doit être mis en place en fait. Et bah, si tu, moi j'aime beaucoup lire les biographies et écouter en fait les athlètes extraordinaires qu'on a pu connaître au XXe siècle parler de leur carrière. Et en fait, tu te rends compte que des garçons comme Roger Federer, Michael Jordan, Kobe Bryant et plein d'autres sont des gens qui ont totalement intégré l'échec en fait comme étant la zone par laquelle tu dois passer pour aller vers la réussite en fait. Rater, se planter, perdre et le chemin que tu dois emprunter pour gagner, réussir. Et il n'y a pas d'autre chemin possible en fait. Tu dois passer par l'enfer et par les flammes pour pouvoir briller. Et comment est-ce que philosophiquement tu appréhendes ça en fait? Comment est-ce que tu appréhendes l'échec? Comment est-ce que tu appréhendes la défaite, l'erreur en match? Dans quel environnement est-ce que tu es quand tu te plantes? Est-ce que tu es dans un environnement où bienveillance totale? On se plante tous dans ce groupe. La seule chose qu'on n'accepte pas, c'est des mecs, c'est des nanas qui ne tentent pas. Quand t'es coach et que tu construis cet environnement culturel, en fait, dans ton équipe, qui va valoriser la prise de risque, qui ne va pas pointer du doigt l'échec, l'erreur, la défaite. En fait, putain, tu gagnes, c'est génial. Tu permets à tout le monde, du rookie au joueur le plus expérimenté, à ta star, et à tes lieutenants porteurs d'eau d'exprimer leur potentiel et de dire bah en fait il n'y a pas que le mec qui a la garantie à 100% de marquer sa pénalité, de tenter des pénalités en fait. Et je crois que c'est un mindset qu'il faut avoir. Et on parlait tout à l'heure de philosophie, et je pense que quand on est un athlète de haut niveau, ceux qui réussissent sont ceux qui embrassent totalement dans leur philosophie l'erreur, la défaite, et qui considèrent qu'en fait ça fait partie du sport de haut niveau, quoi. T'as souvent cette phrase de Michael Jordan qui dit bah je sais pas combien de points j'ai marqué, vous vous focalisez là-dessus, mais moi je me focalise sur le fait que pour arriver à ces points marqués, il a fallu que je rate tant de shoots, que ce soit à l'entraînement ou même en match. Vous vous focalisez sur le nombre de buts que j'ai marqués, mais personne ne parle des occasions ratées en fait, des opportunités que j'ai ratées. Et bah tu sais quoi, pour marquer, il faut prendre l'opportunité quoi. En se disant, ça peut rentrer, mais ça peut aussi rater. Mais c'est pas grave. Je reviendrai sur, c'est le joueur des Golden Gate Warriors, je crois, Stephen Curry, qui est le spécialiste des tirs à 3 points. Bon bah nous on a l'impression d'extérieur que ce mec-là n'aura jamais. Mais en fait, quand on est dans l'ombre de son entraînement, on se rend compte que c'est un garçon qui rate beaucoup en fait.
Simplement, le monde dans lequel on vit a tendance à se focaliser sur les réussites. Et c'est valable à l'extérieur du monde du sport également. Euh, Quand on est étudiant, quand on est dans le monde professionnel. En fait, je crois qu'en France, on n'a pas la culture de l'échec, dans le sens où Ouais. on va venir pointer du doigt euh, la personne qui va se planter. Il existe d'autres cultures. Moi, j'ai travaillé 6 ans pour le New York Times, dans un autre métier, dans une autre vie. J'ai été confronté aux Américains pendant 6 ans et à leur façon de concevoir l'échec. Et eux conçoivent l'échec comme autant d'opportunités qui t'ont permis d'atteindre et d'arriver jusqu'à la réussite, en fait. Euh, un échec ne te condamne pas. Au contraire, l'échec, le nombre de... Dis-moi quels sont tes échecs et je te dirai quel type d'entrepreneur tu es et quel type de réussite et à quel type de réussite est-ce que tu peux prétendre, en fait. Parce que si tu t'es planté, ça veut dire que tu as essayé. Ce qui est beaucoup plus important de mon point de vue et du point de vue des Américains aussi, c'est ta capacité à te relever, en fait. Qu'est-ce que tu fais de cet échec? T'es par terre, tu t'es planté, t'as raté. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu fais preuve de résilience quand tu es dans la difficulté? Est-ce que tu es capable malgré tout de mettre en place les bonnes actions pour te relever, pour retenter ta chance, etc., etc. Je lisais un bouquin qui est écrit par un gars qui s'appelle Kerry Evans, qui est un docteur en psychologie. Et Kerry Evans, il est connu pour avoir été... Il a accompagné, il a bossé avec Arsène Wenger à Arsenal à l'époque où Arsenal éclatait tout en Angleterre. Mais il est surtout connu pour avoir bossé avec les All Blacks en 2011 et en 2015, donc l'année où ils gagnent leur deuxième et troisième titre en Coupe du Monde. Et ce garçon-là, il est intervenu à la suite de l'élimination que les Blacks ont connue en 2007, je crois que c'était en quart de finale face à la France, où ils se font éliminer comme il faut et sortir d'une compétition dont de toute façon ils sont toujours les favoris. Et en fait, il raconte dans ce bouquin que rien n'avait jamais été fait sur le plan du mental chez les All Blacks. Et en fait, il explique que les titres de 2011 et de 2015 ont été, comment dire, les plans d'action pour aller gagner 2011 et 2015 ont leurs racines dans le pire échec qui est 2007 et la défaite face à l'équipe de France. Ouais. Donc en fait, tu vois, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais de tes échecs en fait? Comment est-ce que tu les traites? Et ça me permet d'introduire une notion qui est essentielle et que j'utilise toujours avec mes athlètes, c'est la culture du feedback. Est-ce que à la suite de chaque performance que tu réalises, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit négative, est-ce que tu prends le temps de l'analyser en fait? Est-ce que tu te poses en te disant, on a gagné, qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on continue à faire qui nous a permis de performer? Qu'est-ce qu'on fait de nouveau qui va nous permettre de performer? Et qu'est-ce qu'on arrête de faire qui nous éloigne de la performance? Et donc en fait, je pense que là, pour le coup, c'est le vrai rôle du préparateur mental, c'est d'ancrer cette habitude de réaliser un feedback individuel et collectif. Et d'avoir cette place systématique. Alors l'idée, c'est pas de s'auto-flageller ou de se super congratuler quand on a fait quelque chose de bien ou quand on a perdu, mais d'essayer de regarder objectivement un match, une session d'entraînement, ou n'importe quelle, je dirais, étape essentielle. Ça peut être un camp d'entraînement, une phase de préparation qu'on a fait. Ok, on se retourne, là on vient de passer 10 jours ensemble. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on garde pour cette saison comme bonne habitude qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on arrête qui n'a pas fonctionné? En fait, on se rend compte que ça a créé trop de problèmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire, qu'on aurait dû faire, qui nous aurait peut-être rapproché de la performance? Et cette culture du feedback, si le coach la met pas en place, je pense que c'est aussi le rôle d'un préparateur mental de donner ses habitudes à chacun de ses athlètes, soit en collectif, soit en individuel, de venir s'auto-analyser en fait. Parce qu'il n'y a pas de progression s'il n'y a pas d'analyse de la performance.
Et je pense que ça, Ouais, ça permet de prendre c'est conscience. essentiel. C'est essentiel. Ça permet de prendre conscience aussi de sa pratique, des choses qui ont été bien faites, celles qui ont été mal faites, tu vois, et de progresser. Ça fait partie de la progression individuelle et sportive, tu Bien vois. sûr. Parce que c'est Bah ouais. valable pour tout le monde, ça. Ils me demandent en général ce dont ils vont avoir besoin comme outil. Et je leur dis toujours, ayez un carnet en fait, qui vous permet de noter vos états, vos réflexions, votre mindset. Parce que c'est comme ça que tu progresses en fait. Sinon, ben, tu es un petit peu le poulet sans tête ou le coq sans tête là, qui réfléchit Ouais, jamais sur lui-même et qui ne porte pas c'est ça. d'auto-analyse sur ses Mmh. performances. J'ai joué avec Johnny Wilkinson Ouais, et lui, ça a été le premier joueur à arriver avec un cahier en séance vidéo. ok. Et tu vois, nous, c'était un ovni pour nous. Et pourquoi faire le Ouais, cahier? Pour marquer quoi? Les combinaisons, on les connaît et tout. Et en fait, il notait tout ce que tu viens de dire là, par exemple. Parfois, les combinaisons, tu sais, comme un enfant, quoi, presque. Les émotions, comment il se sentait ce matin, comment il se sentait après l'entraînement, etc. Et c'est lui qui a instauré ça un petit peu. Et par la suite, on avait tous notre cahier de ouais, stylo parce que forcément, on voulait ressembler à ce qui se faisait de bien mieux, sûr. tu vois. Mais tu vois, tu parlais juste du cahier et du stylo. Moi, ce mec-là, il nous a fait progresser, notamment par ça, tu vois. Noter, être capable de prendre du recul et au moins après tu peux te servir de ça pour, ton Bien analyse, sûr. tu Bah vois? ouais. Donc voilà et c'est pas un joueur lambda, Non, bah, c'est quand même, tu bien vois? sûr, ouais, ouais, et puis C'est quand même la c'est de eux une des qu'il faut, références de notre sport donc moi j'ai des joueurs un peu comme ça, la sienne elle est hyper ouais. intéressante. L'idée, c'est de se dire: «Comment est-ce que j'arrive à contrôler ce qui est contrôlable? Que je laisse rien au hasard et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une philosophie de l'amélioration en continu, en fait?» Et ça se fait beaucoup dans Mmh. le monde de l'entreprise, de se dire: «Je fais les choses, je prends un temps pour essayer de comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas été, j'améliore». Et ça, c'est un cercle vertueux qui doit normalement chez tous les athlètes et tous les professionnels qui veulent atteindre un objectif, c'est le passage obligé, quoi. Action, Mmh. analyse, amélioration, correction, action, analyse, amélioration, correction. Et au final, bah, tu arrives à presque toucher les étoiles et la perfection, même si elle n'existe pas en ce bas monde. Mais je pense que c'est Non, ça bien qu'on sûr. peut faire quand on vise à s'améliorer et à performer. Exact et la préparation mentale inclut souvent une dimension spirituelle. On en a parlé un petit peu en off. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de la connexion esprit, corps-esprit? Alors, tu sais, le monde un peu dans lequel on vit en 2024, où pour Oui. moi, les religions, enfin, ce qui fait appel à la spiritualité fait appel à la religion. Ce qui fait appel à la religion est toujours un peu un sujet un peu touchy. C'est de l'ordre Mmh. de l'intime. Donc pour moi, dans la préparation mentale, je parle plus de dimension philosophique que de dimension spirituelle. Je vais utiliser la spiritualité, éventuellement la religion, si je me rends compte, si un athlète m'a verbalisé le fait que la religion est un appui pour lui, est une source de motivation. C'est, par exemple, je sais pas moi, ça peut faire partie, faire une prière avant un match chez un joueur qui est particulièrement pieux, ça peut tout à fait faire partie d'une routine de performance qu'on va venir intégrer, comme Mmh. se strapper, comme se faire masser, s'échauffer. Il peut y avoir cette dimension spirituelle avec éventuellement une prière, etc. Moi, je préfère parler de dimension philosophique parce que c'est moins touchy, parce que ça permet de, surtout quand j'interviens auprès d'un collectif qui peut être composé de musulmans, de juifs, de chrétiens, de bouddhistes, d'athées, etc., etc. Il y a un côté plus universel dans la philosophie que dans la religion qui peut parfois mettre les gens dans des cases. Et ces Bien cases-là ne sûr. communiquent jamais entre elles. Euh, donc quand j'interviens auprès d'un groupe, j'aime bien parler de philosophie. La méditation, par exemple, a ce côté un peu, quand je parle de méditation, justement, c'est pas la méditation au sens bouddhiste du terme, mais au sens
mindfulness, être en capacité dans tous les instants de poser son esprit et d'être véritablement présent ici et maintenant. Ça rejoint Mhm. ce dont on parlait tout à l'heure en lien avec la concentration et le travail qu'on peut faire sur la capacité à se recentrer et à se remettre dans le ici et maintenant, d'éviter un peu la dérive. Eh bien, la méditation mindfulness, c'est très exactement le meilleur outil possible pour entraîner son esprit à revenir quand on est en train de dériver sur ce qui compte ici et maintenant. On utilise la respiration, on utilise des sensations physiques. C'est la méditation de mindfulness, moi telle que je l'utilise, c'est pas essayer de ne penser à rien. Souvent, les athlètes me disent mais j'arrive pas à ne penser à rien. Mais Ouais, c'est la dur, mais tu peux méditation, pas. c'est pas ça, puisque le corps, enfin Mhm. l'esprit, l'être humain ne peut jamais penser à rien. Ah, rien, Simplement, ouais. ce travail-là, c'est accepter, c'est, comment dire? Être lucide des pensées qui peuvent te traverser l'esprit. Si elles te traversent l'esprit alors que tu es en situation de méditation, elles vont te traverser l'esprit aussi en situation de match ou de compétition. Je Ouais. suis lucide des pensées qui me traversent. Deuxième étape, j'accepte ces pensées-là parce que je ne peux pas me battre contre elles. Mon cerveau me fait penser que, et après le cerveau peut dériver et peut aller très très loin en compétition. Ça peut être, tiens, j'ai fait une erreur, hop, j'ai une dérive, je me reconcentre. Euh, je me fais interpeller par un mec dans les tribunes qui m'insulte, qui va insulter ma famille, hop, je suis conscient, j'accepte, je me Ouais. reconcentre sur ce qui compte. Je me fais insulter par le mec d'en face, je prends un mauvais coup, ça me sort de mon match et je dérive. J'accepte ça en fait. Et la dimension philosophique, elle est là. Elle est dans est-ce que tu es capable de devenir en fait une sorte de samouraï, de ninja, qui est capable d'accepter tout ce qui se passe, d'embrasser une forme de réalité. C'est un peu comme ce que disait Bruce Lee, quoi. C'est si tu verses de l'eau dans une tasse à café, l'eau va devenir une tasse à café. Si tu verses l'eau dans un seau d'eau, l'eau va devenir le seau d'eau. Et donc c'est un peu ça la philosophie. C'est Mhm. d'embrasser en fait la réalité dans laquelle je suis en train de me trouver ici et maintenant. Je suis mené au score. Euh, j'ai mal. Euh, je sais pas, moi, je suis un boxeur et j'ai pris un mauvais coup à l'œil. J'ai l'œil qui gonfle. Je vois plus rien dans l'œil gauche. Ok, accepte ta réalité parce que tu peux pas la changer et mets en place l'action malgré toutes les contraintes qui te sont proposées ici et maintenant, à l'instant T, quelle que soit la douleur, quelle que soit la difficulté mentale, quelles que soient les peurs, etc., accepte cette réalité et refocalise-toi sur ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, c'est, OK, quelle est l'action la plus efficace, la plus décisive, pardon, qui peut me rapprocher de la performance que j'ai envie de réaliser. Et ça, c'est un peu spirituel, philosophique, tu vois, mais moi, Mhm. j'aime bien ça parce que je trouve que à un moment donné, il faut être prêt à mourir un peu plus que l'adversaire pour réussir à gagner, quoi. Qu'est-ce que je suis prêt à Mhm. faire de plus que toi pour me rapprocher de mon objectif, qui est, toi en tant qu'adversaire, l'opposé de ton objectif à toi, quoi. Et moi, je Ouais, crois beaucoup à exact. ça. Toi qui as été, en plus de ça, de par ton poste, en première ligne, Ça me véritablement en parle ce que tu combat, je racontes. pense que, Ouais. tu vois, je pense que ça doit te rappeler des situations, mentales, spirituelles, philosophiques que tu as dû, auxquelles tu as dû être confronté. Exact, complètement. Et en plus, il y a aussi le facteur extérieur, par exemple l'arbitrage. Tu peux tomber sur un match où l'arbitre est mauvais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à crier après l'arbitre, à penser à l'arbitre, ou tu essaies de trouver les solutions pour essayer de changer les choses, pour essayer de rester focus, comme tu disais, sur la performance pour toi et pour le groupe, pour l'équipe. Tu vois, c'est ce qui est, c'est délicat, mais c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et moi, j'aime ces introspections, tu Ouais. vois, sur soi. Et je crois que il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas parfait, on ne sait pas tout, on fait des erreurs.
Et voilà, tu vois, essayer de fluctuer dans ces zones-là, là, pour essayer de délivrer une performance pour atteindre nos objectifs, pour améliorer notre quotidien, pour, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Ouais, je trouve que parce qu'on parle de développement personnel au final, hein, quand on rentre dans ce Ouais. domaine-là, la prépa Mmh. mentale, ce n'est rien d'autre qu'une discipline du développement personnel qui est à la mode aujourd'hui. Moi, je n'ai Mmh. jamais été autant confronté avec le fait de travailler avec des athlètes, avec des individus qui sont autant en réflexion sur eux-mêmes, en fait. On les prend souvent, quand on n'est pas, au quotidien avec des athlètes, on les prend comme des gens qui sont, uniquement dans, le physique, des gens un peu, pas intelligents, un peu idiots, tu vois? On a, l'image du combattant, du boxeur, qui se posent pas de questions sur eux-mêmes, qui réfléchissent pas sur eux-mêmes, Mmh. des bourrins un petit peu. Et en fait, les sportifs, c'est l'opposé de ça, en fait. Tu ne peux pas Mmh. te développer en tant que sportif si tu n'as pas une capacité de réflexion sur toi-même, si tu as pas une capacité à justement l'introspection dont tu parlais, si elle n'existe pas, si tu viens pas te confronter à tes points négatifs, à tes limites, à Ouais. tes à ce que tu À tes peurs, à ouais, tes faiblesses, exactement. tu Je vois? pense que les athlètes sont peut-être les individus sur cette planète qui vont regarder justement leur part, d'ombre, heu, les yeux dans les yeux, le plus proche, par rapport à tout ce que j'ai pu, voir et coacher moi d'autres individus sur cette planète-là. Je trouve que les sportifs sont ceux qui se confrontent le plus à eux-mêmes, à leurs faiblesses, sont ceux qui je pense qu'un sportif de haut niveau, c'est un sportif qui est capable de se confronter à sa vulnérabilité et à ne Ouais. pas avoir peur de l'accepter, à ne pas avoir peur du fait qu'elle soit là, qu'elle soit présente, mais que malgré tout ça, ben, on va y arriver, quoi. C'est, je crois, Nelson Mandela qui disait que le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est le fait d'avoir peur, mais de malgré tout agir alors que cette peur est présente. Et cette phrase-là, elle est géniale. Ça rejoint ce que je te disais en introduction sur la prépa mentale, c'est de dire, ben, je vais pas Ouais. changer, moi, les états dans lesquels tu es, mais en revanche, je vais te permettre de te dépasser et de donner tout ce que tu as, malgré tout ce qui te traverse de négatif et qui fait que 99% de la population n'irait justement pas se confronter sur un terrain, sur un ring, sur un cours de tennis, sur un terrain de foot, sur un Ironman, sur un Irox, sur une compétition de CrossFit, etc., etc. Le dernier des sportifs, celui qui termine le dernier dans une compétition, pour moi, c'est le premier dans simplement parce qu'il a vaincu ses peurs, parce qu'il s'est exposé, parce qu'il a montré sa vulnérabilité, Exact. parce qu'il a accepté le fait qu'il a des faiblesses, il a accepté le jugement des autres, etc., Ouais. etc. Et si tu as cette philosophie-là, si tu as ce mindset, qu'est-ce qui peut t'arriver dans la vie, en fait? Il va t'arriver des galères, mais si tu es capable de te confronter à toutes ces choses-là, hein, bon, eh bien, tu f Pour aller ouais, tu surmonter. fais preuve de résilience et qui Ouais. traverse sa vie, du premier au dernier jour sans être confronté à la moindre petite difficulté, qu'elle soit d'ordre, je sais pas moi, de la santé, financière, et cetera, et cetera. Une personne. Donc Exact. c'est hyper important de développer toutes ces compétences-là. Je me suis, régalé. J'en suis sûr que, les gens qui vont regarder cette vidéo aussi. Merci pour cette, masterclass. Merci à toi, Rudy. Franchement, merci de nous avoir partagé tes compétences, tes connaissances avec des mots simples qui parlent à tout le monde et c'était vraiment un super moment. Pour moi aussi. Les amis, je suis content, tant mieux, c'était important, hein. C'était dit, on est comme à la maison, on boit le café, on passe un bon Exactement. moment et les amis, avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à notre podcast, à notre chaîne ou de partager. Il y a peut-être des personnes qui pourraient bénéficier des conseils de Naïm. Je vais conclure l'émission pour te dire, on est ensemble